Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de cette cérémonie d'ouverture et de ce premier match France-Nouvelle-Zélande avec la victoire de l'équipe de France. De toute manière, je pense que vous l'avez vu, j'enregistre, il est 11h30. J'enregistre pas tôt aujourd'hui. France-Nouvelle-Zélande, donc avec ce match. Et cette victoire de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match en deuxième mi-temps. En première mi-temps, par contre, c'était très serré parce qu'on faisait pas mal d'erreurs. Bon, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans ce match, que vous avez aimé du côté de l'équipe de France, qui vous a pas trop plu du côté de cette équipe de France. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok. Le débrief de la mi-temps, le débrief juste après le match également. Il était en ligne hier soir, vers 23h15, 23h20. Parce que forcément, pour faire les vidéos à cette heure-là, c'est un petit peu plus compliqué. Pour faire une vidéo longue. Bon, on commence tout de suite avec le truc qui n'a pas marché. La cérémonie d'ouverture. Je suis quand même hyper inquiet pour les Jeux Olympiques l'année prochaine pour deux choses. Déjà parce que, on va avoir un président qui va se faire siffler, et la dernière fois pour des Jeux Olympiques, un président s'était fait siffler, c'était à Rio, et autant vous dire que vu comment se sont déroulés les Jeux Olympiques après derrière, ça a été une catastrophe. Donc je me dis que pour la France, le côté politique est quand même important aussi dans des Jeux Olympiques et que ça va être catastrophique, mais surtout on ne sait pas faire de cérémonie d'ouverture. Alors, déjà, celle de l'Euro 2016, elle n'était pas réussie. Bon. Je me souviens encore de David Guetta avec Zara Larsson, c'était pas réussi. Que ce soit la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture. Mais j'ai envie de dire que dans le foot, j'ai jamais vu la seule cérémonie d'ouverture que j'ai vue dans le foot qui était réussie, Coupe du Monde 2010. Parce qu'ils avaient décidé de mettre en avant tous les pays d'Afrique. Toutes les cultures différentes africaines. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Sinon, les cérémonies d'ouverture au foot, c'est pas réussi. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont. Alors moi, déjà, je suis pas fan de Jean Dujardin. Jean Dujardin, moi, je trouve que c'est un mec qui a le boulard. Et je l'ai jamais trouvé bon. C'est-à-dire OSS 117, ça me fait pas marrer. Et pourtant, je suis bon public. Donc, pour vous dire vraiment qu'un truc me fasse pas marrer, c'est que souvent, c'est quand même mauvais. Brise de Nice, ça m'a pas fait marrer non plus. The Artist, j'ai pas vu The Artist, mais j'en avais un peu rien à foutre pour tout vous dire. Et en plus, à chaque fois que je le vois en interview, Jean Dujardin, mais j'ai vu pas mal de films avec Jean Dujardin, jamais aimé les films avec Jean Dujardin. Et les interviews, à chaque fois, je trouve qu'il a un boulard, le mec. Monumental, et que là, de toute manière, cette cérémonie d'ouverture, elle était un petit peu auto-centrée sur lui. C'est-à-dire, c'est un petit culte de la personnalité autour de Jean Dujardin, mais en plus, c'était incompréhensible. C'est-à-dire que, déjà, pourquoi c'était la France des années 50 ? Si tu sais pas que c'est en rapport avec la première victoire face aux All Blacks, donc à l'étranger, personne n'a compris cette référence-là. Deuxièmement, j'adore ces cérémonies d'ouverture Emily in Paris. C'est-à-dire que ça fait depuis 3-4 ans où on a envie de montrer à l'étranger que la France, c'est comme dans Emily in Paris. Eh ben non, la France, c'est pas Emily in Paris. Et la France d'Emily in Paris, j'ai pas envie que ça soit notre France à nous. Déjà parce que dans cette cérémonie d'ouverture, alors on va me dire, oui, c'est la France des années 50. Il y avait beaucoup de diversité à l'image. Elle était très blanche, cette cérémonie d'ouverture, quand même. Je sais pas, mais en France, elle était très très blanche, cette cérémonie d'ouverture. Ce qui ne correspond absolument pas, en plus, à la France du rugby. Donc, ce qui est complètement con, en plus. C'est dire que dans les années 50, les dom-toms, ça n'existait pas. L'Algérie n'était pas française à ce moment-là. Donc, c'est en plus, quand on veut me dire c'est la France des années 50, donc on va me dire c'est la France des années 50, la France dans les années 50, il n'y avait que des blancs. Bah non, il n'y avait pas que des blancs en France dans les années 50. Voilà. Alors la France des balles musettes et des trucs comme ça, j'avais envie de les claquer, vraiment. Je pensais que Zaz était un peu plus intelligente que ça en passant, mais elle avait peut-être beaucoup d'argent à se faire là-dessus.
Mais c'est surtout que c'était ridicule. C'était ridicule. Voilà. Incompréhensible, ridicule, un énorme manque de diversité. En 2023, je trouve ça assez extraordinaire. Philippe Lachaud en Brigade du Tigre avec du... Alors, le Philippe Lachaud, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau maquillage. Il y avait un problème avec le eyeliner. On avait l'impression qu'il avait des sourcils. On aurait dit un chanteur des années 80. Tu sais, les chanteurs de New Wave, genre T for Fears. Les mecs, ils se foutaient des tonnes de maquillage comme ça, on aurait dit la même chose. Et en Brigade du Tigre, ça n'avait mais aucun sens. C'était pas drôle, on comprenait rien. Un culte de la personnalité autour de Jean Dujardin, il n'y a rien qui marchait. C'était chiant à mourir, enfin il n'y a rien qui marchait du tout avec cette cérémonie d'ouverture. Bon, mais celle de l'Euro 2016 était ratée aussi. Donc on ne sait pas faire de cérémonie d'ouverture, faut demander aux autres. C'est bizarre, Londres 2012, Athènes 2004, au niveau des Jeux Olympiques, c'était réussi. Même Tokyo 2021, et pourtant sans public, c'était quand même compliqué. Là, et en plus... Ils ont eu la bonne idée, je ne sais pas si vous avez vu après sur le terrain, ils n'ont pas protégé suffisamment la pelouse, donc ils ont mis une sorte de bâche au-dessus de la pelouse, sauf que la bâche, elle a marqué sur la pelouse du Stade de France. Je ne sais pas si vous avez vu, sur la pelouse du Stade de France, on voyait une énorme cercle, et c'était là où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Voilà, donc bien, très bien. C'était une belle idée à la con cette cérémonie d'ouverture. Bon, je ne parle même pas du discours d'Emmanuel Macron, je trouve quand même que c'est couillu de la part d'Emmanuel Macron d'être venu. Non, parce qu'il aurait pu laisser la ministre des Sports faire le discours, parce que vu comment ça s'était déjà passé à la finale du top 14, il y a quelques mois, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne mieux au niveau du discours. Donc il s'est fait siffler. Bon, après, j'ai envie de dire que dans un an, ça sera la même chose quand il fera son discours, Emmanuel Macron. C'est un peu comme Raymond Domenech, quoi. À partir de 2008, la relation avec l'équipe de France était cassée et avec les supporters de l'équipe de France était cassée. C'est un peu pareil avec Emmanuel Macron. Il aura beau faire ce qu'il veut, il n'arrivera pas à retrouver la confiance des Français, c'est fini. Bon, après cet édito politique, on passe au match. France-Nouvelle-Zélande. Match, alors, pour un match d'ouverture, très beau match d'ouverture. Ça, il faut le dire, c'est un match de qualité. France-Argentine en 2007, la deuxième mi-temps était intéressante aussi, du souvenir que j'ai de ce match. Je ne l'ai pas revu depuis, mais le match d'ouverture France-Argentine n'était pas dégueu non plus, parce que l'Argentine avait été rentrée dans le lard. On a été cueillis à froid. Première mi-temps très compliquée, on finit en tête, mais c'était dur, poussif. Deuxième mi-temps, la Nouvelle-Zélande est restée à son niveau de jeu, sauf que nous, on a été beaucoup moins approximatifs et qu'on a mis en place notre jeu. C'est ce qui a fait la différence dans cette deuxième mi-temps par rapport au début du match. Avec, il y a quand même des joueurs... en équipe de France, vous avez des joueurs qui sont toujours à un très bon niveau. Antonio, Cameron Woki aussi, bien entendu Charles Olivon, Greg Aldrit. Moi j'ai envie de dire Gabin Vidière également, Antoine Dupont. Jalibert a fait un bon match également. Damien Penaud, quand il a eu des ballons, il a réussi à les bonifier. Et Thomas Ramos au pied, ça a très très bien marché. Ce qui nous a permis aussi de sortir en tête du côté de Thomas Ramos. À la fin de ce match, tout n'était pas parfait du côté de l'équipe de France, mais il y a quand même de la satisfaction et ça veut dire qu'on a une marge de progression. La Nouvelle-Zélande, moi je suis beaucoup plus inquiet parce que ce match-là, tu sens que c'est un peu le niveau maximum qu'ils peuvent produire. Ça passera pas face au groupe B de l'autre côté. Ça ne passera pas en quart de finale. Donc soit ils arrivent à trouver des solutions, soit la Coupe du Monde ne va pas durer très longtemps pour les Néo-Zélandais. Mais j'ai l'impression c'est la première fois que je vois ça du côté de la Nouvelle-Zélande, mais presque on est sur une crise, un manque de renouvellement. On a l'impression que ça manque un peu presque de stars du côté de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Par rapport à ce qu'on a eu certaines années, c'est vrai qu'à certains postes, notamment les avants, il n'y a pas des grandes stars, contrairement à ce qu'on a eu il y a quelques années. Alors il y a Boden Barrett, bien entendu. Vous avez des très bons joueurs, Boden Barrett, Savea notamment. Mais sur d'autres postes, on sent que c'est moins bien qu'à une époque. Alors par contre, super Aka. Hein. On sent que les Néo-Zélandais, ils avaient coché ce match. Hein. Vraiment, ils voulaient gagner cette rencontre parce que ça a été... ils ont tout fait en mode fête du rugby et en grosse intensité. Donc ça, c'était très très bien. Bon,
On commence par l'équipe de France, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Du côté de cette équipe de France, la défense au centre transperçait trop vite. C'est vrai que la défense dans l'axe, la défense des deux centres aussi, au niveau des joueurs, Moefana et Gaël Fickou, ça a été très compliqué en début de match pour les deux. C'est sur une erreur des centres que première action du match commence et devient dangereuse pour la Nouvelle-Zélande et que ça amène à la fin d'essai. Donc on a eu beaucoup de mal en première mi-temps, notamment en défense dans l'axe. Et je dirais que même c'est toujours là où on a été transpercé du côté de la France et sur cette défense dans l'axe. Beaucoup de fautes en première mi-temps, beaucoup d'approximations, beaucoup de plaquages manqués. Notamment le premier essai, on a des plaquages manqués, mais je dirais qu'on a eu beaucoup trop de plaquages manqués dans ce début de match. Ça, c'est vraiment pas top. Donc c'est un truc qu'il faudra améliorer. La stat des plaquages, on a réussi 67 plaquages contre 73 pour les Néo-Zélandais, sauf qu'on a raté 32 plaquages sur les 135 tentés et 16 plaquages manqués sur les 93 tentés par les Néo-Z. Et on a perdu quelques ballons qui auraient pu être dangereux du côté de cette rencontre. Parce qu'en début de match, il y avait des erreurs. Voilà. Il y avait des erreurs dans ce jeu-là. Donc c'est là où ça a été problématique. C'est ces approximations, certainement dues à l'émotion de rentrer dans une Coupe du Monde en France. Et c'est vrai à la 30e minute, je me disais, pourvu que ça ne refasse pas le France-Argentine de 2007, où on n'était jamais vraiment rentré dans ce match-là. Et on avait eu beaucoup de mal sur ce match face à l'Argentine. Donc ça, il faudra mieux rentrer dans son match, mais je pense que c'est l'émotion de cette Coupe du Monde. La vitesse de la défense, à certains moments, on a eu du mal à se replacer rapidement. Donc ça aussi, physiquement, je trouve que les Néo-Zélandais jouaient très vite. C'est vrai qu'ils sortaient le ballon très vite, les Néo-Z, mais nous, on avait beaucoup de mal à se replacer. On a souvent du mal face aux équipes qui jouent rapidement. Je pense à l'Irlande aussi, qui a cette faculté à sortir de son camp très vite et à sortir des zones de ruck très vite. On avait beaucoup de mal. Alors certes, on n'a pas été aidé par l'arbitrage de M. Jacob Pepper. Alors l'arbitrage de Jacob Pepper, on le connaît, dans les zones de ruck, c'est le foutoir. Bon, de toute manière, que ça soit avec l'équipe de France, que ce soit avec d'autres équipes. Ça, il n'y a pas un arbitrage anti-équipe de France, c'est juste que dans les zones de ruck, c'est tout le temps le bordel. Et je trouve que je ne comprends pas comment cet arbitre-là peut encore arbitrer en Coupe du Monde. Parce que il met en danger les joueurs, tout simplement, je trouve. Donc c'est un vrai problème pour moi. Donc c'est un truc vraiment où à chaque fois sur les zones de ruck, alors les Néo-Zélandais l'ont bien compris. Le problème, c'est qu'ils étaient pas très collectifs dans les zones de ruck, mais nous, ça nous a mis en difficulté. Par contre, devant, dès qu'on commence à dérouler notre jeu en deuxième mi-temps, à partir de la 50e minute, les Néo-Zélandais, on ne les voit plus. On les a vus 4-5 minutes en deuxième mi-temps. Après, ils disparaissent, ils marquent leur essai et ensuite ils disparaissent. Et oui, à partir de la 45e, entre la 45e et la 50e minute, on ne voit plus les Néo-Z. Et pour vous dire, en fin de match, l'occupation sur les 10 dernières minutes, 62% pour la France, 38% pour la Nouvelle-Zélande. Donc ça montre bien qu'en deuxième mi-temps, on a mieux joué. Surtout qu'en possession, autant en première mi-temps, on avait 44% de possession de balle. À la fin du match, on a 49%. Ça veut dire qu'on a bien rectifié le tir. Même si, offensivement, tout n'a pas été parfait. Là encore, on a été poussif offensivement. Mais quand on commence à mettre notre jeu en place, quand on commence à trouver Damien Penaud du côté de l'équipe de France, ça commence à être pas mal. Damien Penaud qui a fait un gros travail défensif aussi sur ce match. C'était très intéressant. Bon, du côté de la Nouvelle-Zélande, moi ce que j'ai marqué du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est que leur défense nous a mis en difficulté, surtout en première mi-temps. On avait du mal à trouver la solution. Pourquoi ? Parce que la défense néo-zélandaise coupait très vite les ailes. Elle montait, les joueurs au centre montaient très très vite sur les joueurs de l'équipe de France. Donc souvent ils arrivaient à arrêter les attaques. On avait un peu du mal à avancer.
On voit quand même que c'est une équipe qui a beaucoup de mal dans tout ce qui est secteur de la conquête, touche les rucks, la mêlée, une catastrophe. Alors ruck et mêlée, c'est vraiment une catastrophe. Il n'y a pas une mêlée où ils ont été devant. C'est-à-dire que la seule mêlée qui gagne, c'est parce qu'on embraye trop vite. Mais on domine la mêlée, où on fait faute. On a dominé toutes les mêlées du match. Les rucks, ils perdaient 5-10 mètres à chaque fois, enfin pas sur les zones de ruck, sur ce que j'appelle les grappes de vin, parce qu'on est dans le centre et qu'on appelle ça comme ça. Tous les mauls, voilà, les grappes de vin, les grappes de raisin, tous les mauls, c'était à l'avantage de la France. Tous les mauls. Donc voilà, on gagnait 5-10 mètres à chaque fois, ça permettait de lancer des offensives. Et puis après, bah, tu sens que c'est le maximum qu'ils peuvent faire, la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire plus, j'ai l'impression. Et c'est ça qui est inquiétant pour la suite de la compétition. Parce que ça ne suffira pas, quand tu vois les deux autres équipes du groupe B, enfin même face à l'Écosse, ça ne suffira pas pour moi, hein, du côté de la Nouvelle-Zélande. Si tu prends les trois gros du groupe B, Irlande, Écosse, Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande d'hier, pour moi, ne battra pas ces trois équipes-là. Donc, c'est pas très rassurant quand même. Et cette équipe de Nouvelle-Zélande, moi, j'ai trouvé pas top, alors que pourtant, il n'y a pas d'approximation dans le jeu, hein, mais ça n'avançait pas beaucoup quand ils avaient le ballon en main. Leur jeu au pied, ça a un peu tenté, ça a un peu fait gagner des mètres, mais bon, en fin de match, ils étaient sous pression, ils n'arrivaient plus à faire du gain de terrain. Défensivement, bah, dès qu'on a commencé à vraiment mettre notre jeu en place, ils n'arrivaient plus à suivre non plus. Par contre, ils sortent très vite des zones de ruck. Ils maîtrisent les zones de ruck, ça c'est clair et net. Mais je trouve que ça manque de talent individuel, surtout devant. C'est-à-dire que c'est difficile devant. Le 8 de devant, bon, t'as Savea, t'as Whitelock. Mais bon, les trois de devant, là, De Groot, Taylor, Lolala, ils ont souffert quand même dans ce match. Hein. Bon, j'ai oublié de dire que du côté de la France, ce que j'ai aimé, on a été pragmatique. On a pris les 3 points quand on pouvait prendre les 3 points. Parce qu'on a confiance en notre buteur. Et ça, c'est intéressant pour la suite de cette compétition quand tu auras des matchs un peu plus compliqués. France, les joueurs au top. J'ai mis au top Gabin Villière parce que je trouve qu'en première mi-temps, il a conservé des ballons. À un moment, on était en grande difficulté. Il a récupéré beaucoup de ballons et il l'a conservé, le ballon aussi, alors que parfois, il n'avait pas toujours le soutien. Donc ça, c'est très costaud. Ce qu'a fait Gabin Villière, il nous a fait beaucoup de bien dans cette rencontre. En flop, je mettrai Gaël Fickou, parce que je trouve qu'il a eu un match compliqué. Son apport offensif n'a pas été excellent. En défense, il a souffert. Notamment la première percée des Néo-Z, c'est sur son côté. Hein, donc vraiment, c'est lui qui doit intervenir et qui n'intervient pas assez vite. Du côté de la Nouvelle-Zélande, en plus, j'ai mis Marc Téléa. Les 2 essais. Dès qu'il avait le ballon, Téléa, il faisait mal à l'équipe de France. Alors, à chaque ballon touché. Voilà. Et quand il est sorti, vraiment sur les 10 dernières minutes, on s'est dit, on va pouvoir respirer. À chaque ballon, il est arrivé à casser un plaquage. Et on n'arrivait pas à l'arrêter, Téléa. Donc vraiment, ça a été très bien. Et puis en flop, j'ai mis Ethan De Groot, parce que sur toutes les mêlées, il s'est fait fracasser par Oni Antonio. Vraiment, sur toutes les mêlées. Vraiment, il a souffert pendant les 52 minutes de match. Il n'a pas réussi à résister à Antonio, donc ça a été très compliqué pour lui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cet après-midi, 4 matchs, on rappelle, dont Italie, Namibie dans ce groupe A. On aura également l'Angleterre ce soir. Il y aura l'Australie face à la Géorgie à 18h. Et il m'en manque un, comme d'habitude, mais il y aura 4 matchs cet après-midi. Donc je ne sais pas trop comment on fera les débriefs. On se débrouillera comme on fera. Et puis, nous, il y aura la Vuelta également
avec le débrief de l'étape du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!